Quand on ouvre les damnés de la Terre, une phrase explose dès les premières pages. La décolonisation est toujours un phénomène violent. Fanon ne tourne pas autour du pot. Il ne cherche pas à adoucir le réel. Il dit ce que les colonisés savent par expérience. Le colonialisme est né dans la violence, il se maintient par la violence, et il ne cède que devant un rapport de force. Aujourd'hui, nous plongeons dans le chapitre le plus controversé, le plus cité, le plus transformateur, de la violence. Et avant tout, un fait méconnu. Ce texte, à l'origine, devait être une thèse universitaire, une thèse refusée. Pourquoi l'université a rejeté la thèse de Fanon? À la fin des années 1950, Fanon prépare une thèse en psychiatrie basée sur son travail en Algérie, sur les guerres de libération et sur les traumatismes psychiques créés par l'occupation coloniale. Mais ce que Fanon présente n'est pas une thèse classique. C'est une charge, un acte d'accusation scientifique contre le colonialisme. L'université rejette la thèse pour plusieurs raisons. 1. Fanon attaque directement l'État français. Il y décrit la torture, les exécutions, la militarisation de la psychiatrie, la destruction psychique du peuple algérien. 2. Il brise la prétendue neutralité de la science. Fanon dit « Il n'y a pas de neutralité dans un monde colonial. Pour une institution coloniale, inadmissible. » 3e. Il place la violence du colonisé au cœur de la guérison psychique. Cela allait à l'encontre de la pensée psychiatrique dominante, de la doctrine coloniale et du récit français sur la mission civilisatrice. 4e. Il affirme que le colonisé doit briser le système, pas le réformer. Ce n'était pas une thèse scientifique acceptable, c'était un manifeste révolutionnaire. Résultat, thèse rejetée. Elle deviendra le chapitre 1 des damnés de la Terre. Et ce rejet dit tout sur le pouvoir explosif de ce texte. Le monde colonial, un monde coupé en deux. Fanon commence par décrire la colonie sans filtre. Un monde manichéen, deux zones, deux humanités. D'un côté, le colon, armé, protégé, blanc ou assimilé. De l'autre, le colonisé, contrôlé, humilié, dépossédé. La colonie est un monde de frontières, de quartiers interdits, de permis de circuler, de police partout, de violence légitime d'un côté, illégitime de l'autre. Fanon dit « Le colon ne comprend qu'un langage, celui de la force. C'est essentiel, ce n'est pas une glorification de la violence. C'est une description réaliste de la structure coloniale. Pourquoi la violence? Fanon n'appelle pas au chaos, il faut briser un mythe. Fanon ne romantise pas la violence. Il observe, il analyse, il écrit en psychiatre et en révolutionnaire. Pour Fanon, la violence libératrice a plusieurs fonctions. 1. Elle brise la peur. La colonisation fabrique des sujets dociles. La résistance armée déprogramme cette peur. 2. Elle reconstruit la dignité. Le colon sait qu'il domine. Le colonisé sait qu'il est dominé. La violence brise cette asymétrie psychologique. 3e. Elle unit le peuple. La lutte collective répare les divisions créées par la colonisation. Clans, tribus, régions, couleur de peau, classe sociale. 4e. Elle renverse l'ordre colonial. Le colonialisme ne part pas de lui-même. Il faut le déloger. Fanon écrit clairement « La violence du colonisé répond à la violence du colon. Elle ne la précède pas, elle y répond. » La violence comme thérapie sociale, le point le plus polémique. Dans ce chapitre, Fanon va plus loin. Il analyse la violence comme mécanisme psychique et thérapeutique. Il dit que l'opprimé accumule frustration, humiliation, traumatisme, désir d'émancipation. Cette accumulation devient pathologique, elle détruit de l'intérieur. Pour Fanon, la lutte collective permet l'extériorisation de la souffrance, la construction d'une nouvelle identité, la reconquête du corps et de l'histoire. Sans révolution, dit-il, l'énergie du colonisé se retourne contre lui-même, alcoolisme, violence interne, conflit ethnique, ou se tourne vers l'invisible, l'au-delà. D'où l'analyse fanonienne des religions consolatrices. Le rôle de la paysannerie, la force révolutionnaire. Contrairement aux marxistes orthodoxes, Fanon ne place pas le prolétariat au centre de la révolution africaine. Il dit que l'avant-garde révolutionnaire dans les colonies, c'est la paysannerie, parce que elle est la classe la moins intégrée au système colonial. Elle vit dans des espaces marginalisés. Elle porte une résistance instinctive, mais réelle, elle est la majorité de la population. Les intellectuels, eux, sont souvent ambivalents, pris entre deux mondes. Fanon les exhorte à rejoindre la lutte, pas seulement à l'analyser. Un texte
qui est une bombe politique. Ce chapitre est explosif parce qu'il renverse totalement les discours coloniaux dominants, que la colonisation serait civilisatrice, que la violence du colonisé serait irrationnelle, que la négociation serait toujours possible, que la libération pourrait être pacifique. Fanon dit « Le colonialisme ne se réforme pas, il se détruit ». Et c'est précisément ce message qui a fait trembler les gouvernements européens, les universités et même certains mouvements anticoloniaux plus modérés. Fanon aujourd'hui. Pourquoi ce chapitre reste central? Parce que le monde colonial n'a pas disparu, il a changé de forme. Aujourd'hui, la violence évoquée par Fanon se retrouve dans les violences policières, les occupations militaires. Mais vous vous rendez compte, on a entraîné des djihadistes en Syrie pour faire tomber Bachar al-Assad et avant, en Libye pour faire tomber Kadhafi. Kadhafi a été quand même empalé et émasculé. Les frontières mortelles, les guerres néocoloniales. Ce qui est intéressant chez les Juifs, c'est que, aussi dans la religion juive, c'est une religion de dialogue. J'ai un ami à New York qui s'appelle David Myers, qui est professeur d'histoire juive à UCLA, qui avec un rabbin de UCLA a réinventé les prières de Yom Kippour qu'on a célébrées il y a 3 jours. Et je vais vous dire ce qu'il a dit. Il demande pardon pour le péché d'avoir souillé le nom de Dieu du judaïsme, pour le péché d'avoir abandonné la mitzvah de racheter les captifs, pour le péché d'avoir apporté la mort et la dévastation à notre prochain, pour le péché d'avoir imposé notre propre souffrance à l'autre, pour le péché d'avoir nié le droit de vivre notre prochain, pour le péché d'avoir violé la dignité d'autres êtres humains, pour le péché d'avoir mené une guerre de vengeance, pour le péché d'avoir affamé des personnes, en particulier des enfants innocents, pour le péché d'avoir volé la terre d'autrui, pour le péché de domination et de suprématie sur les autres, pour le péché d'indifférence et d'aveuglement. Les migrations forcées, l'exploitation économique, la violence symbolique contre les diasporas. Relire Fanon, c'est comprendre. La libération n'est pas un événement passé, c'est un processus en cours. Fanon savait que ces mots dérangeraient. Il savait qu'ils seraient déformés, attaqués, censurés. Mais il les a écrits quand même, parce qu'il savait que la vérité n'a de sens que lorsqu'elle sert la libération. L'homme le plus détesté n'est jamais le menteur. C'est celui qui dit la vérité. Parce que la vérité ne réconforte pas, elle tranche. Elle n'enlace pas votre ego, elle le brûle. Les gens disent vouloir l'honnêteté jusqu'à ce qu'ils l'entendent, jusqu'à ce qu'elle réduise leurs illusions en cendres. La vérité est violente. Elle détruit la fausse paix, les amitiés factices et les rêves fragiles. C'est pourquoi celui qui dit la vérité se tient toujours seul, saignant sous les coups de ceux qui l'ont maudit, calme au milieu d'un feu qu'il n'a pas allumé. Mais souvenez-vous de ceci, même si le monde déteste celui qui dit la vérité, il s'agenouille toujours devant celui qui la vit. Ne craignez pas le monde pour sa cruauté, mais pour sa dévotion au mensonge. Celui qui dit la vérité saigne seul. Et pourtant, dans sa solitude, il porte l'éternité qu'ils sont trop aveugles pour toucher. Nous, les parlementaires, ne pouvons pas travailler sur les textes, ne pouvons pas modifier les textes, ne pouvons pas apporter quelque chose dans les textes. La machine ne fonctionne plus. Ce sont des invitations à des repas où l'on parle d'un sujet en particulier avec des personnalités qui sont invitées, souvent rémunérées pour cela. Et ces groupes de lobby, tout le monde en connaît le fonctionnement. Ils font partie intrinsèquement, finalement, de l'Assemblée nationale, que ce soit aux affaires étrangères, que ce soit à la défense, que ce soit aux affaires sociales. Ça ne contraint pas d'aller vote, mais on sent bien que ceux qui émanent de ces groupes de lobby ainsi que des think tanks qui sont extrêmement écoutés amènent à choisir la teneur des textes. Nous ne sommes là plus que pour un décorum, pour un jeu de rôle. Ils sont écrits par les ministères, qui eux-mêmes les délèguent à leur cabinet ministériel, qui eux-mêmes les font travailler par des cabinets de conseil parfois, pas toujours, et dans une succession ainsi de personnes, on se retrouve avec des textes qui ont pour objectif un mot d'ordre qui est surtout ne changeons rien, ou très peu pour donner l'illusion que nous changeons. Et Manu, tu sers à rien.
Ça fait 8 ans qu'on tourne en rond. T'es juste un banquier véreux qui se prend pour Napoléon. Tu voudrais qu'on ferme notre gueule, qu'on soit docile et poli. Tu te fiches du bien du peuple, t'es qu'un pantin pour les lobbies. Matraque et lacrymo, pour ceux qui sont pas d'accord. Bientôt l'âge de la retraite sera aussi l'âge de ta mort. Ils s'en mettent plein les poches tout en baisant les travailleurs. Ils oublient que c'est grâce à nous si la France a de la valeur. Y'a de l'eau dans le butane, je crois que la fin sera brutale. Et Bayrou, ça sent mauvais dans ton futal. T'as des casseroles au cul qui ressemblent à des affaires pénales. Qu'est-ce que tu fous à Matignon, ta place est dans un tribunal. Pour l'affaire Bétaram, t'as menti devant toute la France. Tu veux qu'on serre la ceinture pendant que tu te remplis la panse. Tu veux taxer les malades, fermer des lits d'hôpitaux. T'as déjà volé nos retraites, tu veux prendre nos jours de repos. Pour les riches plus de cadeaux, il faudrait pas qu'ils partent ailleurs. Ils parlent de ruissellement, j'en ai jamais vu la couleur. Suppression de l'ISF pour que les riches aient plus de fric. Ils préfèrent taxer les pauvres, ceux qui galèrent avec un SMIC. À ce qui paraît, faudrait taffer pour mériter. En vérité, les 3/4 des riches sont des héritiers. Comme toujours, le peuple passe en tout dernier. Prêt à tout pour nous berner, 49-3 pour gouverner. Chaque mois un peu plus loin, ils essayent de nous la fourrer. À part nous la mettre à l'envers, je sais pas ce qu'ils foutent de leur journée. Faut tous les dégager de Rachida à Darmanin. Pas de concours pour être ministre, faut juste être mis en examen. J'ai comme des envies de bagarre quand je me dis que nos impôts servent à financer tous ces bâtards. Toujours à nous de faire des efforts. La violence n'est pas dans la rue mais dans chacune de leurs réformes. Wow. Number one, you were born in a cold prison. It is your country, your state. Number two, you have to pay for the prison stay. They call the prison fee taxes. Number three, you have no say what will be done with the money. But you have to pay. Number four, to pay the money you have to work. The prison encourages you to buy new shiny products, so you feel better about your poor existence. Number five, you are not allowed to exit the prison and live on your own. They will hunt you and make you pay. Number six, only a few prisoners have walked far enough to see the prison wall. Number seven, the prison gives you news and entertainment so that you don't discover the prison walls. Number 8. The prison does not allow strong family bonds or strong brotherhood unless you are a part of the group that is running the prison. Number 9. The prison you live in wants you weak, sick and divided because weak prisoners can't climb the walls. Et entre un État juif occidental blanc et des terroristes basanés, il n'y avait pas photo. Un imbécile qui sait qu'il est un imbécile est plus sage qu'un imbécile qui se croit sage. Un tel homme est une malédiction pour lui-même et pour tous ceux qui le suivent. L'imbécile qui connaît ses limites peut être contrôlé, corrigé et même utilisé comme une arme entre les mains d'un esprit plus fort. Mais l'imbécile qui croit détenir la sagesse est intouchable. Dans son arrogance, il rejette le conseil, il se moque de la prudence et il prend l'imprudence pour de la force. Ces hommes ne font pas que trébucher vers la ruine, ils propagent leur effondrement à chaque cour et à chaque foyer qui leur a fait confiance. Comprenez ceci. L'ignorance est inoffensive lorsqu'elle baisse la tête, mais fatale lorsqu'elle porte le masque de la connaissance. Il vaut mieux garder 10 imbéciles honnêtes à vos côtés qu'un seul imbécile arrogant qui se prend pour un génie. Car l'imbécile humble peut vous servir, mais l'imbécile orgueilleux vous détruira. Et entre un État juif occidental blanc et des terroristes basanés, il n'y avait pas photo. Au lieu de qualifier les gens de mauvais, d'injustes ou de méchants, et si vous les voyez pour ce qu'ils sont vraiment, limités. Une personne ne peut agir qu'à hauteur du niveau de conscience où elle se trouve. Elle ne peut s'élever au-delà de ce que sa perception lui permet. Lorsque vous commencez à voir cela, le jugement s'estompe. Leur cruauté cesse d'être personnelle et leurs mots ne blessent plus de la même manière, car vous réalisez qu'ils ne font que refléter les murs de leur propre esprit.
Et voici la vérité. Plus votre conscience s'étend, moins vous blâmez les autres. Le pardon ne signifie pas qu'ils avaient raison. Il signifie que vous refusez de vous enchaîner à leurs limites. C'est cela la vraie liberté. Non pas excuser, non pas oublier, mais voir au-delà. Comprendre que rien ne vous affaiblit davantage que la haine et que rien ne vous élève davantage que la compréhension.